Bonjour, aujourd'hui nous sommes en Haute-Corrèze et plus particulièrement à Vian pour une nouvelle émission Patrimoine en Corrèze. Aujourd'hui nous allons aller à la rencontre de ceux qui ont restauré l'église du XIIe siècle présent derrière moi. Nous allons à la rencontre des différents corps de métier, maçons, créatrices de vitraux, restaurateurs d'art. Mais avant, nous allons aller à la rencontre de Monsieur Bouche, président de l'association Les Gens de Vian pour nous parler de ce chantier. Allez, allons-y. Bonjour Monsieur Bouche. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes le président de l'association des Gens de Vian. Avant de parler de ce projet de restauration de l'église, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette association? L'association des Gens de Vian, elle s'est créée en 2003 à la suite d'une exposition dans cette église. Et à partir de là, nous avons déposé les statuts, comme c'est la règle, avec pour seul objectif sauvegarder la mémoire de Vian, préserver son patrimoine. Donc, ensuite, l'église en tant que telle nous intéressait, mais aussi d'autres parties de cette commune de Vian. C'est un projet, j'allais dire, pour cette église, justement, ce projet de restauration de l'église, c'est vraiment un projet populaire qui a été porté par les habitants, aussi par ceux qui l'ont fait. Il faut dire que d'abord en 2003, très peu d'entre nous pensaient qu'un jour l'église allait être restaurée. Ça paraissait inatteignable. Et puis finalement, dans les 10 années qui ont suivi, les bonnes décisions ont pu être prises par la commune, c'est-à-dire on décide de restaurer l'église, mais avec ce handicap, il fallait que la commune continue de vivre, et la population aussi, et donc il fallait de l'argent. Donc nous avons fait toute une série d'initiatives, nos expositions bien entendu annuelles qui attiraient du monde, on parlait de l'église, des concerts classiques dans l'église, la vente d'objets, vide-grenier, et puis en 2010, le lancement officiel de la souscription avec le mécénat populaire. C'est un peu, on peut le dire, c'est un peu les petits ruisseaux qu'ont fait les grandes rivières là, dans ce projet, parce que tout le monde s'est allié, et puis on a réussi à faire ce super exemple qu'on va pouvoir voir. Tout à fait, on a eu, le résultat c'est quand même de 209 donateurs pour 32 200 €. Ça veut donc dire qu'on a eu beaucoup de petits dons, mais enfin le résultat est là, et ça a été une aide extraordinaire pour la commune. Ce chantier qu'on va pouvoir découvrir par la suite, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Est-ce que vous pouvez parler un peu justement de cette vie de chantier que vous l'avez fait? Oui, beaucoup de monde sur le chantier. J'ai eu la chance d'y être pendant 22 mois, à la rencontre à la fois des ouvriers, des autres intervenants. Je voudrais simplement que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux, puisque ensuite ça s'est traduit dans un livre. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire un grand bravo à tous les membres de l'association Les Gens de Vian qui ont toujours répondu présent dans toutes les initiatives et qui ont été porteurs tous ensemble de ce projet qui a permis cette belle réussite. Voilà, puis vous l'avez parlé, on peut voir le livre à l'image, c'est-à-dire tout ce chantier, cette histoire de chantier, ces mois de chantier ont été retracés dans un livre que Les Gens de Vian vous avez écrit, et qui sert de base aussi pour notre émission. D'ailleurs, on va aller à la rencontre de ceux qui ont fait le chantier. On va commencer tout d'abord par les institutionnels, si je puis dire, avec Madame le maire et Monsieur Combastel de la Fondation Patrimoine. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Alors, merci aussi de nous accueillir ici dans l'église de Vian. J'en parlais avec Monsieur Bouche avant, même en introduction, sur cet élan populaire qui a fait ce projet aussi. C'est vrai qu'on a vu une adhésion quand même de la population. Est-ce que, Madame le maire, j'ai une question à vous poser. Au final, c'est une légitimité de voir un projet porté par ses habitants. Oui, c'est une légitimité. Les gens étaient attachés à ce bâtiment, et ce mécénat populaire fait qu'ils se sont appropriés le bâtiment. Ils sont propriétaires un petit peu maintenant. C'est leur église qu'ils ont aidé à restaurer. Donc c'est un peu, ils se sont accaparés ça. À la Fondation du patrimoine, on va juste rappeler un peu ce qu'est la Fondation du patrimoine avant de continuer. Ça aide essentiellement les Français à sensibiliser au patrimoine, mais aussi à aider dans des projets des communes,
aussi à récolter des fonds, notamment avec, sur votre site internet, dont on va indiquer l'adresse, qui permet de faire maintenant sur internet le financement participatif de projets. C'est possible, on peut tous le réaliser. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la Fondation du patrimoine un peu plus? Oui, bien sûr. La Fondation du patrimoine a été créée en 1996 et c'est une des seules, sinon la seule, je ne sais pas exactement, fondation qui a été créée justement par une loi. Donc c'était à l'origine sans doute des initiatives et des envies privées, mais c'est quand même la loi qui a créé cette fondation. Son objectif, c'est ça. Je crois que c'est essayer d'aider la restauration proprement dit du patrimoine, mais d'essayer aussi de l'aider en intéressant la population, les gens autour, les collectivités territoriales, à se préoccuper de ce problème. Alors je crois que ce qui s'est passé ici à Vian illustre totalement les objectifs de la Fondation. Notre aide, elle vient toujours, ou les quelques moyens financiers qu'on peut aider à mobiliser ou qu'on peut accorder dans certains cas, viennent toujours après qu'a été mobilisée l'aide, je dirais, des collectivités, de ceux qui aident normalement les collectivités. L'État, d'une part, la région, le département. Donc nous venons, nous, toujours pour essayer d'atténuer la part communale qui reste à financer. Ça, je crois que c'est important. Est-ce que vous pouvez parler justement de cet accompagnement en prenant le projet de Vian? Qu'est-ce que la Fondation du patrimoine fait pour une commune, par exemple, sur le projet que de cette église? Je crois qu'elle le fait ici avec une méthode qui est la méthode de ce que nous appelons le mécénat populaire, ce qui est un peu, comme on dit en termes savants, un oxymore, puisque en général les mécènes sont des gens plutôt riches et que le collectif populaire a un autre sens. Bref, donc nous le faisons sous cette forme-là, qui est d'ailleurs un concept qui a été imaginé en Limousin et qui s'est expérimenté pour la première fois dans la commune tout près d'ici, Gordon-Murat, pour une église justement. Bref, maintenant c'est devenu une pratique nationale et nous essayons d'expliquer et d'aider les collectivités et les maires qui ont pris la décision de restaurer. Nous essayons de leur expliquer comment on fait. Donc on les aide à monter un projet, à réaliser des instruments de communication. Il faut les faire aussi de qualité que possible et puis essayer de réfléchir à toutes les initiatives qui peuvent être prises. Nous ne ferions pas grand-chose s'il n'y avait pas l'implication. Madame Guillaume, l'implication, là, elle a été forte. Alors, voilà, elle a été forte. L'importance aussi de l'association, les gens de Vian, qui existaient, qui ont été, je veux dire, les adhérents, étaient quelque chose ils ont participé à cette mise en place de ce mécénat, hein, où nous, on a été très impliqués. Hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment pris en charge la totalité, la réflexion, et après on a transmis à la Fondation du patrimoine, mais il ne faut pas que ce soit un obstacle. Si les gens n'ont pas... S'il y a une association, c'est une force. S'il n'y a pas d'association, la Fondation est là pour nous aider. Hein. Il faut connaître son église, connaître son histoire, et après la Fondation nous aide. Alors nous, c'est vrai que ce mécénat est vraiment populaire. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas la déduction d'impôts qui a été le moteur de ces dons, puisque beaucoup de gens qui ont donné ne payaient pas d'impôts, donc n'ont pas bénéficié de cette déduction, et que ce n'était pas le plus important pour eux. Ça fédère, ça soude aussi toute une petite commune. Là, on est quand même en Haute-Corrèze, elle a une centaine d'habitants, donc ça soude aussi une commune autour d'un projet, et c'est vrai que le patrimoine, ça aide sur ce projet. Oui, 209 dons, plus de 32 000 € de récoltés. La Fondation qui va abonder à la hauteur des dons, je veux dire, c'est une bénédiction pour notre commune. Hein. C'est 890 000 € TTC, église, vitraux compris, c'est énorme. Hein. Voilà, le delta pour la commune aurait été, va tourner autour des 150 000 €, ce qui est énorme pour une petite commune. Hein. Et voilà, de ces 150 000 €, la Fondation du patrimoine, vous voyez, ça va faire baisser aux alentours de 90 100 €, ce qui est quand même, ce qui rend un projet acceptable. C'est sûr, ça fait du bien quand même. Voilà, je voudrais dire d'ailleurs que on a un grand succès ici sur cette souscription publique, parce que d'abord, depuis que ça se fait, sur le plan national, le Limousin est le meilleur dans ce domaine.
en proportion de la population, évidemment. Ça prouve que les gens sont attirés par leur patrimoine et qu'ils y tiennent. C'est le mot, je pense qu'il faut retenir, voilà, adhérer à son projet et puis n'hésitez pas à contacter la Fondation Patrimoine ou même vous, Madame Guillaume, vous êtes là prêt à répondre à des maires qui veulent aussi sauver leur patrimoine. Donc, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Quant à nous, on va maintenant voir ceux qui ont fait le chantier, qui ont restauré cette église, avec notamment nous allons aller à la rencontre de l'entreprise Socoba, une entreprise corésienne qui a refait une partie de la structure. Allez, suivez-moi, on va dans le cœur. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux maçons à l'entreprise Socoba, donc une entreprise corésienne qui est spécialisée dans les monuments, restauration des monuments historiques, avec à sa tête Monsieur Monder qui dirige cette entreprise. On va commencer par une question. Donc vous êtes spécialisé donc dans les monuments historiques. Tout chantier a un début. Quand vous êtes arrivé ici dans cette église là qui est restaurée aujourd'hui, comment vous l'avez trouvée et quelle était votre première action? Disons que notre première action, quand on est arrivé, on avait déjà eu quand même une approche du travail à faire sur les plans, en parlant avec M. Monder. Et puis quand on est arrivé, qu'on a découvert, qu'on a ouvert la porte de l'église, bien sûr, on a découvert que cette église nécessitait énormément de travaux parce que les piliers étaient désorganisés, les arcs désorganisés. On savait à quoi on s'attendait pendant toute la durée des travaux, parce que on le voyait quand même que c'était important. Notamment, je crois que les voûtes étaient quand même assez écartées et menacées de s'effondrer. Il y avait la séparation des voûtes, il y avait les arcs désorganisés, puisque les murs avaient bougé dans leur embase, puisque ça a été un des premiers travaux de cette église, c'est la restauration, c'est le remplacement des pierres dans le bas des murs, et c'est ce qui a fait cette désorganisation au niveau des arcs et des voûtes. Oui, donc un gros chantier, c'est vrai que ça a été... Un gros chantier, oui, un gros chantier, oui. Et puis vous parlez dans l'ouvrage sur le chantier d'un chantier de caractère. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi un chantier de caractère? Un chantier de caractère parce que sur ces chantiers-là, il faut s'affirmer quotidiennement, tous les jours, parce que c'est quand même des chantiers délicats. On a des gens quand même à commander, on a des ordres qu'on reçoit par telle et telle personne, le chef d'entreprise, M. Monder, l'architecte, M. Montielescu. On est là, nous, pour porter notre savoir-faire aux gens qui travaillent avec nous, et il faut un déroulement total pour que le chantier se mène à bien tous les jours jusqu'à la fin. C'est vraiment un chantier, en plus, je pense que c'est un chantier qui reste gravé dans la mémoire. Est-ce que je peux vous demander à chacun d'entre vous un souvenir sur ce chantier, quelque chose qui vous a marqué? Alors, les souvenirs, il y en a énormes, parce que bon, sur une durée comme ça de chantier, il y a toujours des souvenirs. Alors, le premier souvenir, et la chose la plus importante qu'on a eue, c'est quand on est arrivé à l'intérieur, quand on a vu que tout était déstabilisé, c'était déjà d'essayer de comprendre comment on allait intervenir sans dégrader ce qui était en place. Alors il fallait être attentionné, faire comprendre aux gens qui travaillaient dans l'équipe comment s'y prendre, comment faire. Alors on a eu déjà le premier travail, c'était la protection du sol. Et il fallait tenir le sol en place sans le dédommager. Il fallait faire les étaiements des arcs, ça a été un énorme travail, les 3 arcs. Et Antoine, est-ce que vous vous rendez à souvenir Moi, je suis arrivé en cours de chantier. J'ai été embauché à l'entreprise Socoba en cours, suivant, parce que j'avais vu le chantier se dérouler ici. Donc, j'ai été intéressé par cette entreprise. Je me suis fait embaucher. Et donc, j'ai travaillé sur les voûtes, les nervures. Et donc, c'était pour moi la toute première fois que je travaillais sur une église. Donc en fait, c'est un peu l'église de Vian qui vous a donné envie de travailler dans la restauration des monuments? Voilà, j'avais déjà la passion des pierres et venir dans cette entreprise travailler sur des édifices classés, magnifiques, ça ne fait que contribuer à ce que j'avais envie de faire. C'est un métier de passion. Oui, c'est un métier. Oui, voilà. À la base, c'est un métier de passion. Voilà, il faut être très passionné, patient surtout. Très patient, parce que c'est quand même des choses qui demandent énormément de patience, parce que le moindre geste, on peut dégrader ce qui est en place, alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est de restaurer, de maintenir en place sans abîmer.
Voilà. Messieurs, je vous remercie d'avoir donné un peu ce temps. Quant à nous, maintenant, nous allons voir un autre corps de métier, celui-là de la restauration d'art. Pour cela, on va remonter un petit peu en altitude dans l'église. Allez, attention, suivez-moi. Monsieur Alalo, bonjour. Bonjour. Alors, on a pris un peu de hauteur ici pour mieux admirer votre travail, je vais dire. On voit des photos un peu avant-après. Le travail est vraiment bluffant parce que avant il n'y avait pas toutes ces couleurs et ça ressort. Quel était votre travail justement ici pour restaurer cette... Mon travail ici, ça a été d'abord un travail de mise en sécurité de vestiges qu'on avait. Ça s'était fait tout au début du chantier, avant que toute intervention soit faite. Et après, un travail de consolidation provisoire pour permettre au reste des couleurs qu'on avait de persister pendant la période des travaux d'un côté, et puis, bon, bien sûr, un travail à longue haleine, après, de consolidation et de préservation de ce qu'on a découvert sous plusieurs couches de badigeons. Pendant les travaux, j'ai dû aussi assister l'équipe de maçons pour les permettre de bouger claveau par claveau, de rebâtir tous les arcs, mais en gardant les décors qui étaient dessus. Ça a été un gros travail pour moi, mais pour eux aussi, de rebâtir les voûtes sans abîmer les décors. Donc il y a vraiment un travail tous les deux, ça? Oui, ça ne se pouvait pas faire autrement. Donc on a dit que vous avez été en 2 temps, en fait, le premier temps donc vraiment protégé, et le deuxième temps qui a duré plus de 8 mois pour restaurer. Alors comment on restaure justement? Est-ce qu'on rajoute de la couleur ou c'est faire le pigment, ressortir le pigment? Il y a une étape de recherche où on a dû gratter couche par couche pour récupérer des vestiges pour chaque époque. Après, bon, il y a eu une sorte de réunion ensemble des données qu'on a trouvées pour conserver. C'est ce que, bon, ça méritait d'être conservé d'un côté sans détruire les autres témoignages qui existaient. Alors bon, après il y a eu un travail de consolidation, on a gardé carrément, c'est comme une sorte de millefeuille, bon, il y a 4-5 époques différentes qu'on a conservées ensemble, avec après un traitement adéquat selon la couche qu'on a décidé pour chaque endroit de préserver. Il y a eu des rajouts de couleurs quand même ou pas? Oui, il y a un traitement chromatique, c'est ce qu'on ne dit pas retouche, le terme non, technique. Peut-être pas forcément le bon terme. C'est intégration chromatique des lacunes et des usures, c'est-à-dire dans toutes les zones manquantes ou qui ont dû être rebouchées, il y a un traitement au pinceau avec des couleurs semblables, mais fait avec une technique spécifique de hachure qui permet à la fois de compléter les zones manquantes, d'autre part, vu de près, en détail, de bien démarquer les zones de retouche par rapport avec le pigment originel. Et d'ailleurs, pourquoi ce choix en fait de restauration? En fait, on parle de restauration et pas de refaire à l'identique en fait. C'est un choix personnel, un choix de l'architecte, ou est-ce que c'est ça a été un choix qui a évolué. Bon, c'est carrément un choix de traitement généralement pour les monuments historiques. On est parti jusqu'au 19e, début 20e, on refaisait plus ou moins à l'identique, voire bon, on refaisait tout à neuf. Et après, pratiquement la Deuxième Guerre mondiale, bon, il y a eu une réflexion due aux dégâts faits à l'époque qui on a donné le parti pris important au fait de préserver surtout et de ne pas intervenir d'une manière à falsifier la réalité. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a essayé, nous, à notre tour ici, de remettre les décors à jour, à la lumière, mais sans pour autant faire un faux ancien décor. Monsieur Alalo, je vous remercie de votre présence et puis surtout de votre magnifique travail ici à l'église de Vian. Quant à nous, nous allons rejoindre Geneviève Fourneau pour s'intéresser aux vitraux de cette cathédrale, spécificité de cette restauration avec un choix de vitraux modernes. On va voir donc ce travail avec la créatrice des vitraux. Je vous propose de me suivre.
Bonjour Geneviève Fourniot. Bonjour. Je le disais, vous êtes la créatrice de ces vitraux, pas ceux qui les ont réalisés, parce qu'ils ont été faits par les ateliers Jaune d'Argent en Creuse. Vous êtes artiste peintre. Est-ce que c'était la première fois que vous travaillez sur cet art qui est le vitrail? Absolument, ce sont mes premiers vitraux. Et pour moi, c'était justement un challenge que de les réaliser et de les faire dans une localité à laquelle je suis très attachée. Oui, parce qu'on peut le dire, vous vivez ici à Avian? Je vis une partie de l'année à Avian et plus largement, au-delà de la commune, je suis aussi très attachée au plateau de Millevaches. Vous avez travaillé la lumière, en fait, donc c'est différent un peu de la peinture sur une toile. Effectivement, toute la transparence, qui n'existe pas sur la toile sauf avec des médiums, on peut approcher un peu la transparence, mais le vitrail et la technique du fusing nous permet de faire entrer vraiment la lumière dans la couleur. Donc parlons un peu de ces vitraux. Donc c'est une touche de modernité dans cette restauration, ce qui permet aussi d'ancrer la restauration dans ce XXIe siècle. Je crois que c'est une symbolique à Saint-Martin de Tours. Est-ce qu'on peut parler justement de la signification de ces vitraux? Effectivement, Saint-Martin est le saint dédié de l'Église. Et pour ces vitraux, je souhaitais que l'histoire de Saint-Martin soit marquée. Alors, dans ce vitrail, dans le vitrail axial par exemple, c'est celui qui parle le plus de la vie de Saint-Martin. Par les profils d'équidés, on approche la vie militaire et la vie religieuse de Saint-Martin. Ensuite, avec les trames qui sont la symbolique de ce fameux manteau que Saint-Martin a partagé pour réchauffer un pauvre du froid, je n'ai gardé de cette histoire que la trame, que l'étoffe, et à travers la trame justement les lignes pour parler des liens qui se tissent entre nous. C'est aussi des vitraux qui sont attachés, j'allais dire, un peu au patrimoine local. Je crois qu'il y a des petites références dans certains de ces vitraux. Effectivement, j'ai également souhaité que des parties de la localité, de la géographie du lieu, soient intégrées dans les vitraux. Alors, tout près d'ici, par exemple, on a le lac qui est au pied de l'église. Et dans ce lac, une île émergente qui a exactement cette forme triangulaire qui est signifiée dans ce vitrail. Et pour parler du territoire plus largement, la présence de l'eau sur le plateau de Millevaches. Millevaches veut dire 1000 sources. Enfin, je sais qu'il y a une discussion autour de ce titre, mais bon, il y a beaucoup d'eau sur le plateau. Et je l'ai symbolisé par ces lignes sinueuses qui traversent ce vitrail. Et le suivant. Cette technique du fusing, alors qui est une technique pas forcément connue, qui change du vitrail, on va dire, traditionnel avec le plomb. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette technique? Alors, bien sûr, oui. Donc, ce sont les ateliers Jaune d'Argent et Didier Bourdeau, donc, qui tient cette entreprise, qui a réalisé les vitraux et qui a beaucoup travaillé, alors qui a utilisé la découpe du verre pour faire ces lignes. C'était un travail très délicat, qui a pris aussi beaucoup de risques pour approcher les couleurs de mes maquettes, qui n'existaient pas, ces couleurs n'existaient pas forcément. Il a fallu faire beaucoup de recherches, des superpositions de plaques de couleurs pour arriver à s'en approcher. Et l'intérêt de cette technique, c'est que le vitrail est créé dans son intégralité, c'est-à-dire qu'il n'est pas fractionné par les lignes de plomb. Comme dans mon travail, il y a beaucoup de lignes. Rajouter des lignes de plomb aux lignes dessinées, ça aurait alourdi, ça aurait enlevé de la lumière. Et donc cette technique, elle nous permet d'avoir donc un vitrail dans son ensemble. On part sur une plaque de verre neutre. Sur ce verre neutre, le maître verrier découpe aux formes de la maquette, des verres colorés et superpose certaines couleurs pour arriver à la couleur de la maquette. Ensuite, l'ensemble est placé dans un four, monté en température avec des paliers, des respects de paliers pour monter en température jusqu'à la fusion du verre. Alors c'est 820, 830 degrés et ensuite l'ensemble est refroidi en respectant également des paliers de température. Une question peut-être un peu plus personnelle, en préparant cette émission, je me suis dit qu'est-ce que ça pouvait faire pour un artiste de voir son œuvre dans un monument historique, puis se dire peut-être que dans 200, 300 ans, elles seront encore là. Alors quel sentiment par rapport à cela?
Je ne pense pas trop à la pérennité, tant mieux s'il est vitraux durs, comme l'édifice, comme la restauration des peintures, comme la maçonnerie, les enduits, tout ça, c'est un ensemble. Chaque restauration plutôt a marqué son époque et il faut absolument avancer de cette façon-là. Je vous remercie Geneviève pour votre intervention et puis pour votre création qui sont très belles. D'ailleurs, je vous invite à venir ici à Vian voir les couleurs parce que c'est vraiment sur place qu'on se rend compte de cet effet de couleurs. Quant à nous, cette émission touche bientôt à sa fin. On n'a pas pu citer tous les métiers qui sont intervenus lors de cette restauration. Donc, on pense bien sûr à toutes les personnes et les entreprises qui ont permis ce travail. Quant à nous, nous allons retrouver à l'extérieur, à proximité du monument aux morts, avec Monsieur Bush pour parler des différents projets de l'association Les Gens de Vian. Allez, suivez-moi. Alors Monsieur Bush, on se retrouve ici au pied du monument aux morts parce que c'est une symbolique. En cette année 2014, c'est le centenaire du début de commémoration de la Première Guerre mondiale. Et je crois que vous avez fait quand même plusieurs actions pour célébrer ce centenaire. Oui, alors d'abord je dois dire que la sauvegarde de la mémoire de Vian avance bien puisque l'église est restaurée, les vestiges ont été rassemblés, le tour du lac a été organisé. Et maintenant, on a choisi cette période pour nous exprimer une nouvelle fois. Il y a 100 ans, le 2 août était déclarée la guerre 14-18, telle qu'on l'a appelée la Grande Guerre. Et il y a sur ce monument 52 noms. En réalité, ils sont 57, des pères, des fils qui ont été tués lors de ce conflit très barbare, on pourrait dire. Donc on va parler de ces hommes qui ont été tués au combat. Nous allons aussi publier le carnet tenu par le secrétaire de mairie de Vian à l'époque pendant ces 4 années. Il raconte tout ce qui se passait dans la commune et aussi les messages qu'il devait délivrer aux familles lorsque l'un de ces hommes était tué, donc pour les prévenir. Nous allons publier aussi un cahier qui était écrit sur le front, comme on dit, pendant 4 ans, par quelqu'un originaire de Vian. Et aussi, nous allons parler d'autres témoignages, notamment quelqu'un de Vian qui, de fantassin, est devenu aviateur pendant ce conflit. Donc, voilà, c'est le but de ce livre pour continuer la mémoire de Vian. On a une mémoire très riche à Vian. Nous avons beaucoup progressé pour la faire connaître en tant qu'association. Je crois que nous allons persévérer, bien entendu, après ce 5e livre. Voilà, vous avez dit donc 5e livre, mais il y en a eu d'autres quand même avant. Notamment celui-là que vous tenez dans la main, qui est sur aussi cette restauration de l'église. Puis donc des ouvrages, donc celui-là en particulier, d'autres avant, sur le barrage, je crois, sur l'histoire de Vian, et puis quelques expositions C'est ça. Que vous avez organisées. En général, on faisait une exposition, et puis lorsque le sujet le permettait, nous transformons ça en livre. C'est le cas du barrage de Vian. Le barrage de Vian, il a été construit pendant l'autre conflit, 39-45. Et donc on a voulu mettre en avant la mémoire des hommes qui ont construit ce barrage. Certains étaient résistants, l'armée allemande le savait, et d'ailleurs le barrage était considéré comme un ouvrage protégé par l'Allemagne, puisqu'ils espéraient bien entendu pouvoir le récupérer en cas de victoire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Terre de résistance, la Corrèze, nous avons bouté les Allemands très vite de chez nous, dès 1944. Merci Monsieur Bush pour cette histoire de Vian. Je vous invite vraiment à venir ici à Vian, en Haute-Corrèze, pour découvrir ces magnifiques paysages, cette magnifique église aussi et cette restauration. Et puis aussi profiter des activités que profite le plateau de Mille Vaches. Et quant à nous, nous allons bientôt se retrouver sur notre site internet www.corrèztelevision.fr pour de nouveaux reportages. Et à très vite pour une nouvelle émission Patrimoine en Corrèze.